Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder un petit peu tous ensemble un nouvel article qui a été écrit par Ray Dalio. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Ray Dalio, donc c'est un milliardaire américain, c'est aujourd'hui la 58e personne la plus riche au monde, donc voilà, milliardaire. C'est celui qui a géré des gros hedge funds aux États-Unis, ça fait partie vraiment des plus gros, et c'est celui qui a développé le portefeuille All-Weather, donc un portefeuille assez spécifique qui a très bien performé, même dans les moments les plus critiques de notre économie, que ce soit pendant la crise également de 29, pendant la crise de 2008-2009 avec les subprimes, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise son sujet au niveau économique, donc micro, macroéconomique, au niveau de la gestion de portefeuille et vraiment de grosses sommes d'argent. Et aujourd'hui, il a écrit un article, alors je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, il a écrit un article qu'il a publié sur LinkedIn, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, qui parle des changements de paradigme, donc des changements, je dirais, du système économique, de la manière comment il fonctionne, et donc il fait tout un historique sur les 100 dernières années, et il explique un petit peu pour lui ses pronostics de ce qui risque de se passer par la suite, à partir donc de 2019 jusqu'à les 10 prochaines années, puisque pour lui on est vraiment à une période charnière d'un nouveau changement de modèle économique, une nouvelle crise majeure pour lui risque d'arriver. Il explique les actifs qui risquent de performer, de mieux performer et de moins bien performer dans les temps à venir. Donc je vais revoir cet article là avec vous. Donc restez vraiment jusqu'à la fin parce que c'est très important que vous soyez vraiment ouvert d'esprit là-dessus. Pour beaucoup, la prochaine crise qui risque d'arriver ne sera pas financière comme elle a pu être lors de la crise par exemple de 2009. Pour beaucoup, ça serait une crise plutôt monétaire. Donc Robert Kiyosaki en a parlé sur son dernier bouquin qui s'appelle Fake. Je vous conseille vraiment de le lire. Et puis là, Ray Dalio également le confirme. Donc c'est vraiment des personnes charismatiques et vraiment très respectées dans ce domaine-là, avec une très grande expérience là-dedans. Donc je pense qu'il faut les écouter et apprendre de ces personnes-là. Donc je vais revoir cet article-là avec vous. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est très long, mais je vais vraiment essayer de pointer du doigt les points qui peuvent être intéressants pour vous, de jeter un coup d'œil et essayer d'ouvrir votre esprit à d'autres perspectives. Donc avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite directement à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et également, oublie pas de télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit et tu verras qu'on a essayé de synthétiser vraiment les bases qu'il te faut pour pouvoir commencer à investir dans le domaine des crypto-monnaies sans faire des erreurs vraiment monstrueuses qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à nos départs. Donc c'est entièrement gratuit, donc profites-en. Donc dans cet article, Ray Dalio déjà commence à expliquer un petit peu ce qu'est le changement de paradigme, à quoi ça correspond, etc. Mais pour faire bref, c'est un changement un petit peu de notre modèle économique et financier qui entraîne des changements majeurs dans la gestion de portefeuille selon lui. Donc typiquement, il explique un petit peu tout ça au départ. Je vous mettrai le lien en description de vidéo pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. C'est très long à lire, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, donc pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment le système économique, je vous mettrai également un lien en description de vidéo qui vous présentera une vidéo qui a été faite par Ray Dalio qui s'appelle How the Economic Works. C'est une vidéo de 30 minutes qui vous explique très bien comment notre modèle économique fonctionne au niveau des cycles micro et macroéconomiques. Donc c'est très intéressant, et pour comprendre un petit peu réellement ce qui est expliqué dans cet article, je pense que c'est vraiment obligé pour vous de regarder ces vidéos là. Donc je vous mettrai tout en description de vidéo, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous verrez que dans cet article, du coup, il trace un historique sur les 100 dernières années. Donc il débute tout ça lors de l'année 1920. Il explique donc du coup qu'est-ce qui a fait apparaître un petit peu ces nouveaux changements économiques. Il a expliqué donc en 1930, 40, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder ce qu'il a dit entre 2010 et aujourd'hui, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est où est-ce qu'on va aller. Pour l'histoire, l'historique, c'est très important pour comprendre un petit peu ce qui risque d'arriver dans le futur. Il faut connaître notre histoire pour savoir ce qui risque de se passer par la suite. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de me concentrer pour vous donner le plus de perspectives possible et le plus d'éléments possibles pour que vous puissiez au maximum éviter d'être dans des situations compliquées, en tout cas sur ce qui présente aujourd'hui Ray Dalio. Donc sur la partie de 2010 à 2011,
Aujourd'hui, pardon, il explique que le passage au nouveau paradigme, qui représentait également le creux des marchés et de l'économie, a eu lieu fin 2008, début 2009, lorsque les primes de risque étaient extrêmement élevées et que le taux d'intérêt atteignait 0% et que les banques centrales avaient lancé des mesures d'assouplissement quantitative agressives. Les investisseurs ont pris l'argent qu'ils avaient obtenu de la vente de leurs actifs financiers et des banques centrales et ont acheté d'autres actifs financiers, ce qui a fait monter le prix des actifs et abaisser les primes de risque et les rendements attendus de toutes les classes d'actifs. Comme dans la période de 1932-1937, les prix des actifs financiers ont beaucoup augmenté, ce qui a profité à ceux qui possèdent des actifs par rapport à ceux qui n'en ont pas, ce qui a creusé le fossé de la richesse. Dans le même temps, l'automatisation technologique et la mondialisation des activités de production dans les pays à faible coût ont modifié les salaires, en particulier pour les groupes à revenus moyens et faibles, tandis que les gains de revenus réalisés au cours de la décennie revenaient davantage aux entreprises à haut revenu. La croissance a été lente et l'inflation est restée faible. Les actions ont régulièrement progressé sous l'effet de la baisse continue des taux d'actualisation, des marges bénéficiaires élevées et plus récemment des réductions d'impôts. Alors en fait, ce qu'il explique là véritablement, c'est tout simplement qu'on a imprimé quand même de plus en plus d'argent via notre modèle économique. J'en parle suffisamment dans toutes les vidéos que je publie sur la chaîne. Donc vous le savez, notre argent aujourd'hui ne coûte rien à produire. Les monnaies fiduciaires, contrairement au Bitcoin qui a quand même un coût de production dû à l'électricité qui est demandé pour créer les nouveaux Bitcoins via le processus de mining Proof of Work, les monnaies fiduciaires, quant à elles, ne nécessitent rien, n'a aucun coût de production et aucun coût d'émission. Donc du coup, on peut imprimer de l'argent un peu comme on le souhaite. Aujourd'hui, ce qui se passe, surtout dans le modèle actuel dans lequel on se trouve, avant ce changement de paradigme que parle Ray Dalio dans son article, il dit qu'aujourd'hui, les banques centrales du coup impriment énormément d'argent pour acheter des actifs qui sont toujours de moins en moins rentables, mais vu que l'argent aujourd'hui ne coûte absolument rien, on a l'apparition du coup de bulles spéculatives. Aujourd'hui, si vous empruntez de l'argent avec un taux d'intérêt qui est aujourd'hui à 2%, vous n'allez pas investir dans des actifs, en tout cas je l'espère, dans des actifs qui vous donnent un taux de rendement qui est inférieur à 2%. Sinon ça veut dire que vous perdez de l'argent tous les mois. Donc l'objectif c'est de trouver un taux de rendement qui serait supérieur à 2%. Donc 3%, si vous faites 3 moins 2, du coup vous avez un taux de rendement égal à 1%. Donc ça j'espère que pour vous vous l'avez compris et que c'est quand même clair dans votre tête. Malheureusement aujourd'hui ce qui se passe c'est que même avec des taux d'intérêt à 0% et avec un coût marginal d'émission d'argent de monnaie fiduciaire qui est aujourd'hui égal à 0, même avec des business qui aujourd'hui sont de moins en moins rentables, même égal par exemple à 1%, on a aujourd'hui des entreprises qui investissent là-dedans. Les banques aujourd'hui créent de l'argent et investissent directement dans des business qui sont de moins en moins rentables. Du coup, on a l'apparition de bulles spéculatives et de bulles financières comme celle qu'on avait pu atteindre en 2008, en 2009 et qui a malheureusement du coup explosé et qui a mis sur la paille un très bon nombre d'épargnants et d'investisseurs à l'époque. Donc c'est un petit peu ce qu'il explique ici. Pour Ray Dalio, du coup, le prix des actifs ils sont aujourd'hui relativement élevés et la croissance, elle devrait rester modérément forte et l'inflation plutôt basse à l'heure actuelle. Donc ensuite, il vous donne beaucoup de chiffres différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait beaucoup trop long. Si ça vous intéresse, encore une fois, allez voir l'article. Mais je vais essayer vraiment là de pointer du doigt. Après, pour lui les points les plus importants sur le changement de paradigme à venir. Donc ce qu'il explique, c'est que pour lui, les forces principales derrière le paradigme dans lequel nous sommes depuis 2009 sont les banques centrales qui ont abaissé les taux d'intérêt et procédé à un assouplissement quantitatif, donc c'est-à-dire vraiment à imprimer de l'argent et racheter des actifs financiers, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de manière insoutenable. Cet assouplissement, c'est un puissant facteur de stimulation depuis 2009 avec des resserrements mineurs qui ont provoqué des crises de panique. Cela a stimulé le prix des actifs à la fois directement à partir de l'achat réel d'actifs et indirectement en raison de la baisse des taux d'intérêt. Cette forme d'assouplissement approche de ses limites car les taux d'intérêt ne peuvent plus être abaissés davantage. Et l'assouplissement quantitatif, donc l'impression monétaire, a des effets décroissants sur l'économie et les marchés. Car l'argent injecté est de plus en plus bloqué entre les mains des investisseurs qui achètent d'autres investissements connectés qui du coup entraînent une hausse des prix des actifs et une baisse des rendements nominaux. Alors, ce qu'il appelle pour lui des rendements nominaux, alors il y a les rendements réels et les rendements nominaux. Alors,
Ce qu'on appelle un taux d'intérêt, par exemple, nominal, c'est lorsqu'on ne prend pas en compte le taux d'inflation. Un taux d'intérêt réel, c'est du coup lorsqu'on prend en compte le taux d'inflation et du coup la hausse des prix. Donc ça, c'est voilà, encore un terme économique que vous devez avoir, je dirais, de votre côté pour que vous puissiez un petit peu comprendre cet article. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil un petit peu sur les définitions, parce que là, ça peut être un terme assez technique, mais vous inquiétez pas, après, je vais essayer de tout synthétiser pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis clairement, qu'est-ce que ça a à voir avec le monde des crypto-monnaies et puis quels sont pour lui les actifs qui risquent de mieux performer dans les temps à venir. Donc ce qu'il explique ensuite, c'est que les rendements attendus et les primes de risque des actifs non monétaires sont ramenés au profit de sorte que les investisseurs sont moins incités à les acheter. Il sera donc de plus en plus difficile de faire monter leurs prix. Dans le même temps, les banques centrales qui impriment davantage et achètent des actifs généreront des rendements réels et nominaux plus négatifs, ce qui incitera les investisseurs à préférer de plus en plus d'autres formes de monnaie, par exemple l'or ou d'autres richesses. Donc c'est exactement ce que j'ai dit au départ, l'argent ne coûte rien à produire, on continue d'investir dans des actifs qui sont toujours de moins en moins rentables, on a l'apparition de bulles spéculatives du coup, puis que le prix continue d'augmenter. Vu que le prix augmente, les investisseurs se disent c'est cool, le prix augmente, donc moi je vais investir dedans vu que je vois que ça a quand même augmenté ces derniers temps. Du coup on continue d'augmenter ce mouvement-là et malheureusement quand on arrive à la fin de ce genre de modèle, puisqu'on sait très bien que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel indéfiniment, il y a un moment donné où ça s'arrête, et bien malheureusement pour lui, on arrive bientôt à ce changement-là de paradigme, et finalement pour lui, une des alternatives qui peuvent être intéressantes, vu que pour beaucoup, le changement du coup de paradigme ne sera pas une crise financière comme on a pu le connaître précédemment, mais plutôt une crise monétaire. Pour lui, les réserves de valeur comme l'or, ça peut être vraiment intéressant pour les temps à venir. Vous avez compris du coup que la première force principale qui est derrière le paradigme dans lequel nous sommes depuis 2009, c'est celui que je vous ai expliqué là jusqu'à présent. Et il y en a une deuxième de force qui est celle qui est décrite juste ici. Donc il y a eu une vague de rachats d'actions, de fusion, d'acquisition, d'investissement en capital investissement et de capital risque financé à la fois par de l'argent et du crédit bon marché et par l'énorme quantité de liquidités injectées dans le système. Donc les liquidités, c'est l'impression monétaire. Cela a entraîné une hausse des prix des actions et des autres actifs et une baisse des rendements futurs. Il a également rendu l'argent presque sans valeur. Les gains des prix des actifs d'investissement dont ont profité justement bien davantage à ceux qui possèdent des actifs d'investissement que ceux qui n'en ont pas. Ce qui a creusé le fossé de la richesse, ce qui a créé des tensions politiques, sentiments anticapitalistes et pression croissante pour transférer davantage d'argent entre les mains de ceux qui n'ont pas des investissements capitalistes. Donc pour lui, il y a toujours à chaque fois, lorsqu'on a un changement de paradigme également, un transfert de richesse par rapport aux personnes qui seront déjà éduquées financièrement et qui seront du coup placer leur argent correctement. Un point qui est également très important, il dit que les marges bénéficiaires ont augmenté rapidement en raison des progrès de l'automatisation et de la mondialisation qui ont réduit les coûts de main-d'œuvre. Le graphique ci-dessous à gauche montre cette croissance. Alors je ne vais pas vous montrer vraiment tous les graphiques et tout vous expliquer, mais il dit qu'il est vraiment peu probable que ce taux de croissance de la marge bénéficiaire continue à croître et il est fort probable que les marges se réduiront dans l'environnement à venir. Parce que cette part accrue de la tarte provenant aux capitalistes a été obtenue par une diminution de la part revenant aux travailleurs et elle a creusé le fossé de la richesse et suscité une discussion accrue sur les actions anti-entreprises favorables aux travailleurs. Donc ce qu'il explique en fait là sur ce petit paragraphe, c'est simplement que les business aujourd'hui dans lesquels les grosses entreprises investissent, etc., les grandes banques investissent, ça devient de moins en moins rentable. Donc la marge bénéficiaire, c'est du coup l'argent que ces entreprises-là sont capables de récupérer grâce à leur investissement. Ça va non pas augmenter dans les temps à venir, mais ça va du coup se diminuer et que ça risque forcément, entre guillemets, le dindon de la farce, comme à chaque fois, ça sera surtout pas les banques, ça sera surtout pas les grandes entreprises et les grosses structures gouvernementales, les institutions, ça sera encore une fois les travailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que la marge bénéficiaire, à chaque fois, les entreprises trouveront toujours un moyen pour garder cette marge bénéficiaire de leur côté, même avec des business qui sont toujours de moins en moins rentables, mais du coup, forcément, vous l'avez dans le mille, ceux qui trinqueront, ça sera les travailleurs et du coup les épargnants. Robert Kiyosaki le dit très bien dans son livre Fake que je vous conseille de lire. Il dit qu'aujourd'hui, si vous souhaitez du coup gagner de l'argent et faire fructifier votre argent, la pire chose à faire, c'est simplement de faire un travail, d'épargner et de le placer juste dans votre banque et de ne rien faire avec. Parce que là,
clairement chaque jour vous vous appauvrissez, et finalement dans ce genre de système-là, dans un système monétaire et économique fondé exclusivement sur de la dette, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui le meilleur moyen pour vous de perdre du pouvoir d'achat. Donc déjà que c'est relativement compliqué pour vous de gagner de l'argent, même pour nous en général, de gagner de l'argent en tant que travailleur individuel et salarié, bah finalement aujourd'hui la meilleure manière de pouvoir gagner de l'argent et faire fructifier justement ses revenus, c'est la diversification. Mais malheureusement, ceux qui ne tiendront pas en compte ça dans un système monétaire qui risque peut-être de s'effondrer dans les temps à venir avec nos monnaies fiduciaires, ça va être très très catastrophique pour ceux qui ne seront pas préparés. Dans la suite de son exposé, Ray Dalio, il dit qu'il ne sait pas exactement quand ni comment se produira le changement de paradigme, mais il partage aujourd'hui les réflexions sur ce sujet. Il dit « Je pense qu'il est fort probable que dans les prochaines années, 1. Les banques centrales seront à court de stimulants pour stimuler les marchés et l'économie lorsque l'économie justement sera faible. 2. Il n'y aura plus une énorme quantité, il y aura justement une énorme quantité de dettes et des dettes vraiment qui arriveront de plus en plus souvent et qui ne pourront pas être financées par des actifs. Autrement dit, il pense que le paradigme dans lequel nous nous trouvons va très probablement prendre fin lorsque les rendements des taux d'intérêt réels. Donc les taux d'intérêt réels, c'est quand on enlève, vous vous souvenez, l'inflation. Lorsque ces rendements-là, justement ces taux d'intérêt-là, seront poussés si bas que les investisseurs qui détiennent la dette, ils ne pourront clairement plus la conserver, puisqu'ils commenceront à adopter quelque chose de mieux. Parce qu'on sait très bien, si aujourd'hui vous avez un business qui ne tourne pas ou qui, à cause des rendements réels, donc en enlevant l'inflation, vous perdez de l'argent tous les mois, forcément vous vouliez vous débarrasser de cette dette. Il dit également que simultanément, le besoin important d'argent pour financer les engagements, ça contribuera au grand resserrement. À ce stade, il n'y aura pas assez d'argent pour subvenir à ces besoins. Il faudra donc combiner les gros bénéfices monétisés, les dépréciations monétaires et les fortes augmentations d'impôts qui vont probablement aggraver les conflits entre les nantis capitalistes et les nantis socialistes. Très probablement, pendant cette période, les créanciers recevront des rendements nominaux et réels très faibles ou négatifs dans des devises en affaiblissement, ce qui constituera de facto un impôt sur la fortune. Donc pour lui, il y aura sans doute une augmentation, du coup encore une fois, des impôts. Probablement, ça sera encore la classe moyenne qui trinquera, mais pour lui, voilà, c'est clair que les monnaies fiduciaires ont clairement pas un avenir radieux dans les temps à venir. Ça va continuer de se déprécier encore et encore. On voit ce qui s'est passé au Venezuela, on voit ce qui s'est passé en Argentine, on voit ce qui se passe encore à l'heure actuelle aussi au Zimbabwe, donc dans les pays où la corruption est également très importante, où le système monétaire n'est clairement pas aussi solide qu'on peut l'avoir avec le nôtre. Hein. Aujourd'hui, l'euro est quand même nettement plus solide que le bolivar au Venezuela, mais néanmoins, pour lui, les monnaies fiduciaires, c'est qu'une question de temps avant que la situation ne s'aggrave d'autant plus. Il explique également qu'à l'heure actuelle, il y a 13 000 milliards de dollars d'argent des investisseurs qui sont détenus sous forme de dette et qui portent aujourd'hui un taux d'intérêt nul ou inférieur à zéro. Donc clairement, ils perdent de l'argent. Ça signifie que les investisseurs ne servent à rien justement pour générer des revenus. Donc ainsi, ces investissements peuvent être mieux considérés comme en les mettant peut-être dans des lieux plus sûrs ou garder le capital jusqu'à ce qu'ils ne soient plus, car ils offrent aujourd'hui des rendements réels terribles ou parce que les taux montent et que leur prix baisse. Donc aujourd'hui, il y a aujourd'hui énormément d'argent que les investisseurs détiennent, mais qui sont placés à des taux d'intérêt nuls ou inférieurs à zéro, donc ils perdent de l'argent. Et il dit qu'aujourd'hui, cette grande somme d'argent sera sans doute dans les temps à venir à la recherche d'investissements qui pourront être plus intéressants pour eux pour faire fructifier leur argent et leur capital. Pour lui également, le changement de paradigme se terminera lorsque les taux d'intérêt atteindront vraiment leur limite inférieure, donc légèrement sous zéro. On voit déjà que c'est le cas dans certains pays où on a aujourd'hui des taux d'intérêt négatifs, et lorsque les rendements potentiels des actifs risqués seront ramenés à un niveau proche du rendement attendu en espèces, et lorsque la demande de monnaie pour payer ses dettes, des retraites et des soins de santé passifs augmente. Donc pour lui, il explique qu'aujourd'hui le prix des actifs continue d'augmenter, donc on est complètement décorrélé entre guillemets de la réalité, et lorsque finalement il n'y aura plus vraiment de levier disponible pour les institutions pour pouvoir remettre à plat un petit peu notre modèle économique
économique avec le changement des taux d'intérêt, malheureusement, lorsqu'il n'y aura plus ces leviers-là pour pouvoir descendre les intérêts plus bas, vu qu'ils seront déjà égaux à zéro, ou voire même quelquefois négatifs, malheureusement, là, le prix des actifs, ils seront ramenés à leur valeur vraiment réelle du marché, et ça risque de poser vraiment un gros souci. C'est exactement en fait ce qui s'est passé en 2009 avec la crise des subprimes. Le prix des actifs augmentait, c'est comme si vous étiez à une banque, vous prêtez 100 000 euros, mais en garantie, vous avez déjà les actifs entre guillemets de la personne qui est en face de vous, à qui vous prêtez de l'argent. Il faut que cette personne-là soit solvable. Si c'est le cas, du coup, vous lui prêtez de l'argent, mais vous gardez quand même en garantie le bien dans lequel il investit. Pour peu que le bien dans lequel il a investi vaille 100 000 euros ou 110 000 euros, vous dites de toute façon, même s'il n'est pas prêt à rembourser, c'est pas grave, le prix du bien il sera à 110 000 euros. Mais dans le cas d'une bulle spéculative, le bien dans lequel la personne a investi, il vaut peut-être pas 100 000, il vaut peut-être 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Donc la banque se dit, c'est bon, je suis large, j'ai prêté par exemple 200 000 euros, le bien aujourd'hui il en vaut 400 000, 500 000, 600 000 avec l'augmentation des prix, et donc finalement il continue de prêter plus d'argent. Sauf que malheureusement, dans le cas d'une crise financière, la réduction, les biens immobiliers, dans le cas de 2009, la crise des subprimes, les biens immobiliers sont revenus à leur état entre guillemets initial, et donc eux pensaient qu'ils avaient entre guillemets dans leurs actifs 400 000 euros dus aux biens qu'ils avaient sous gestion. Malheureusement, il s'est avéré que lorsque la crise est apparue, peut-être que le bien ne valait plus que 50 000 euros. Donc ils avaient prêté nettement plus d'argent que ce qu'ils avaient d'actifs vraiment dans leur possession, et donc c'est ce qui fait malheureusement l'apparition de crises. Ça peut être également l'apparition d'opportunités pour certains, et je pense qu'à chaque fois, chaque crise, c'est ce que dit également Ray Dalio, c'est un changement de richesse, c'est simplement un transfert de richesse de personnes d'une main à une autre, tout simplement. Pour terminer son exposé, Ray Dalio nous dit que l'histoire nous a montré et la logique nous dit qu'il n'y a pas de limite à la capacité des banques centrales à maintenir leurs taux d'intérêt nominaux et réels via leurs achats en inondant le monde de plus d'argent. Et finalement, pour lui, c'est le créancier qui va souffrir finalement du faible rendement par la suite. Il dit que les énormes sommes d'argent aujourd'hui qui sont investies dans des placements sans et à faible rendement ne suffiront pas à financer le passif, même si le tas semble aujourd'hui beaucoup. C'est parce qu'ils ne fournissent pas un revenu suffisant. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit au départ. En fait, la plupart d'entre eux ne fournissent aucun revenu, ils ne servent donc aujourd'hui strictement à rien. Ils fournissent simplement un endroit entre guillemets sûr pour stocker le principal. Donc en conséquence, pour financer les dépenses, les propriétaires de ceux justement qui possèdent aujourd'hui ce genre d'actifs-là, ils chercheront un moyen pour pouvoir placer leur argent de manière plus sûre. Il explique également par la suite que pour lui, dans un tel monde, stocker son argent en espèces et en obligations, ça ne sera clairement plus sans danger. Les obligations constituent une créance sur de l'argent et les gouvernements vont probablement continuer à imprimer de l'argent pour payer leurs dettes avec de l'argent dévalué. C'est le moyen le plus simple et le moins controversé de réduire le fardeau de la dette sans augmenter les impôts. J'imagine que les obligations fourniront de mauvais rendements réels et nominaux à ceux qui les détiendront, mais ils ne conduiront pas à une baisse significative des prix à des taux d'intérêt plus élevés, car je pense qu'il est fort probable que les banques centrales en achèteront davantage pour maintenir leur taux d'intérêt à la baisse et maintenir les prix à la hausse. En d'autres termes, j'imagine que le nouveau paradigme se caractérisera par une monétisation importante de la dette qui ressemblera beaucoup à celle des années 40. Donc il en explique également plus tôt dans son exposé à quoi ressemblait un petit peu le problème qu'il y a pu avoir dans les années 40. Pour moi, le passage le plus important justement sur tout l'article de Ray Dalio, c'est vraiment sa conclusion. Et il dit que la plupart des gens croient maintenant que les meilleurs investissements risqués, entre guillemets, continueront d'être les actions et les investissements justement qui sont analogues aux actions, tels que les investissements privés à effet de levier, l'immobilier, le capital risque, etc. Et c'est vrai, c'est particulièrement vrai, il dit, lorsque les banques centrales se développent. En conséquence, le monde entier est endetté à long terme, détenant des actifs dont les rendements réels et nominaux attendus sont faibles et qui justement génèrent également des rendements historiquement faibles par rapport aux rendements en espèces. Je pense que ce ne sont probablement pas de bons investissements à rendement réel, donc en tenant compte à chaque fois de l'inflation et de l'augmentation des prix des actifs, et que ceux qui réussiront le mieux sont ceux qui réussissent justement bien lorsque la valeur de l'argent est dépréciée et que les conflits nationaux et internationaux sont importants
tels que l'or. Donc ça, c'est également très intéressant parce que justement, il parle de l'or. Pour lui, les actifs qui risquent de mieux performer dans les temps à venir dans un système pas financier, mais dans un problème qui sera plutôt basé monétaire, donc avec une dévaluation de nos monnaies fiduciaires. Pour lui, ceux qui risquent de mieux se développer dans les temps à venir, le meilleur actif que vous pourriez avoir, ça sera sans doute l'or, donc les réserves de valeur. Et j'ai déjà fait de nombreuses vidéos. Quel est aujourd'hui l'actif qui se rapproche le plus de l'or? Aujourd'hui, ça va être le Bitcoin. Donc, pour moi, il le dit clairement pas directement qu'il faut investir dans le Bitcoin, il faut investir dans d'autres choses. Lui, pour l'instant, il parle de l'or, mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir une vision d'une personne qui a quand même plus de 50 années d'expérience sur l'analyse des marchés financiers, et il nous dit clairement ce qui risque de mieux, de mieux se développer dans les temps à venir et d'être le plus effectif vraiment pour protéger votre patrimoine et éventuellement de faire fructifier votre patrimoine, c'est l'or. Donc les réserves de valeur, finalement c'est ce qui performe le plus à chaque fois dans le cas des taux d'inflation élevés. Même si on n'est clairement pas chez Token Invaders des conseillers financiers, on est simplement des passionnés dans le domaine des crypto-monnaies, mais c'est pour ça qu'on essaie d'accentuer notre propos sur le Bitcoin et peut-être moins sur d'autres crypto-monnaies, puisque véritablement aujourd'hui il s'avère vraiment que le Bitcoin est une réserve de valeur. Je pense que c'est vraiment un secret pour personne, et dans le modèle économique dans lequel on se dirige, dans le système monétaire dans lequel on se dirige et la prochaine crise qui risque d'arriver, je pense que vraiment le côté du Bitcoin et des crypto-monnaies risque d'avoir un essor vraiment très important. Donc s'y intéresser aujourd'hui, vous savez, vous faites partie des early adopters, donc des personnes qui ont une avance considérable par rapport à ceux qui ne verront pas la crise arriver, encore une fois, qui auront l'argent tout de suite placé sur un livret A, ou qui auront simplement laissé comme ça sur leur compte en banque ou dans l'assurance vie. Malheureusement, ça seront eux qui paieront la facture, et pas ceux qui seront éduqués financièrement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous placiez tout votre argent uniquement dans de l'or, vous mettiez 100% de votre argent dans l'or? Clairement pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous fassiez pareil all-in sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies en général? Encore une fois, pas du tout. Dans tous les cas, le secret de l'investissement en général, ça reste et ça restera toujours la diversification. C'est là où je voulais en venir. Le fait de tout mettre votre argent dans les crypto-monnaies, s'il y a un changement majeur, vous êtes plus à même de subir ces aléas de marché. Pareil, si vous mettez tout votre argent dans l'or, dans un système monétaire qui risque peut-être de s'effondrer dans les temps à venir, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça sera sans doute un actif qui va très bien performer. Mais dans le cas où le système monétaire ne s'effondre pas comme convenu, finalement ça sera peut-être pas forcément la meilleure décision que vous auriez prise. Donc dans tous les cas, pour nous, la meilleure manière de pouvoir vous protéger aujourd'hui des aléas du marché et de la prochaine crise qui risque d'arriver, ça sera encore une fois la diversification, et je suis persuadé que les crypto-monnaies, le Bitcoin en général, aura vraiment tout son rôle à jouer là-dessus. Donc dites-nous en commentaire de vidéo ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de tout ça, ce que ça vous fait réfléchir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Ray Dalio, est-ce que vous êtes d'accord également avec notre point de vue, est-ce que vous êtes complètement contre, enfin voilà, donnez-nous un petit peu votre ressenti par rapport à ça. Quelles sont vos stratégies de diversification? Peut-être est-ce que vous avez investi, je sais pas moi, dans l'immobilier, dans la bourse, pourquoi vous l'avez fait, quels sont aujourd'hui les types d'actifs dans lesquels vous réfléchissez, pourquoi vous avez décidé d'investir dans le Bitcoin peut-être et dans les crypto-monnaies en général? Est-ce que c'est peut-être pour faire des rendements à court terme, à long terme, etc.? Est-ce que c'est plutôt sur une vision macroéconomique comme celle que je viens de vous présenter aujourd'hui? Vraiment, donnez-nous votre point de vue là-dessus, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, et je pense que ça peut être intéressant aussi d'apprendre de chaque personne qui se trouve aujourd'hui au sein de la communauté. En tout cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum la vidéo autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et nous encourager vraiment à continuer ce qu'on fait, à vous apporter le plus de valeur possible. Ça nous ferait en tout cas extrêmement plaisir tout ce que vous faites à l'heure actuelle, donc continuez vraiment tout ça. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens en description de la vidéo qu'il faut, donc n'hésitez pas également à aller y jeter un coup d'œil, et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également, on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. C'est vraiment tout l'esprit de la chaîne et de ce pourquoi on a créé Token Invaders.